Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Meetup LPCX spécial Data Inform. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Nous sommes trois à l'écran. Je suis accompagnée ce soir de Samy et de Fabien. Bonsoir les garçons. Salut Amandine. Salut Amandine. Super, vous nous entendez bien. Alors on va juste désactiver nos petites cloches pour éviter d'entendre les petites notifications. Et c'est parti. Alors, bienvenue pour ce nouveau Meetup LPCX. Alors, qu'est-ce que c'est les Meetup LPCX, même si je vois de nombreux fidèles ce soir et fidèles parmi vous. Pour rappel, les Meetup LPCX sont un peu la petite sœur, le petit frère de la Product Conference qui a lieu en juin chaque année, excepté l'année dernière. Nous, les Meetup LPCX, c'est tous les mois. On parle 100% produit, que ce soit sur la data, l'UX, le recrutement des PM, leurs compétences. On est vraiment focus sur le produit. Vous pouvez retrouver les différents replays audio et vidéo sur les liens que je vous mets dans le chat. Tout est accessible, tout est gratuit, comme le meet-up de ce soir. Concernant le talk de ce soir, avant de vous laisser avec Fabien et Samy, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve sur votre droite et vous avez l'onglet chat pour dire bonsoir, rebondir, faire des remarques. Mais vos questions, c'est l'onglet questions s'il vous plaît. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez absolument avoir une réponse dans le talk de ce soir. Donc n'hésitez pas à apporter vos votes sur les questions d'autres participants. On prendra le temps d'y répondre en fin de talk. Si Fabien n'a pas le temps d'y répondre à toutes, pas de panique, on vous enverra un petit mail avec les réponses dans la semaine ou la semaine prochaine. On en profite également pour vous souhaiter une belle année 2021 au nom de toute l'équipe La Product Conf et LPCX. On espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous allez vivre une belle année autant professionnellement que personnellement. Allez, j'en ai déjà trop dit, je vous laisse avec Fabien et Samy. Passez une bonne soirée. Merci Amandine. Bonjour Fabien. Merci pour ta participation donc, à cette première édition de la LPCX Paris. On va commencer par une rapide présentation de toi, Fabien Levray. Donc, tu as commencé ta carrière en tant que PM chez MyBestPro, avant d'arriver finalement en tant que PM dans une boîte qu'on connaît bien chez la LPCX, puisque tu as été longtemps PM chez Tiga, avant même de devenir Head of Product Growth chez Tiga également, et de ensuite nous quitter pour rejoindre Virtuo en tant que lead PM il y a à peu près un an. Ouais, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Donc l'objectif aujourd'hui, effectivement, c'est bien de revenir sur ton expérience chez Virtuo en tant que donc lead PM et de voir comment finalement tu as mis en place une approche data informed finalement de l'organisation produit dans laquelle tu évolues et des initiatives qui en découlent. Mais peut-être que pour commencer là tout de suite, on peut faire rapidement une rapide présentation en fait de Virtuo pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Virtuo, ça a été créé en 2015 par Thibaut Chassagne et Karim Kadora, donc deux entrepreneurs qui avaient déjà créé une boîte auparavant. Et leur objectif, leur vision, ça a été de réinventer l'expérience de la location de voiture grâce à une clé virtuelle sur le smartphone. Donc à l'heure actuelle, il y a des acteurs qui utilisent aussi ce procédé, comme Getaround, mais à l'époque où ils se sont lancés, il y a 5 ans, c'était les premiers à proposer ça. Et à l'heure actuelle, Virtuo, c'est une centaine de collaborateurs répartis sur 3 pays. Donc la France, qui est un peu la maison mère, mais également l'Angleterre, l'Espagne, et il y a 2 pays qui vont être ouverts également en 2021. Très clair. Ce soir, on va se concentrer plus particulièrement finalement sur l'organisation produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette organisation, sur les différentes équipes qui constituent en fait l'orga produit et l'équipe produit chez Virtuo? Oui, bien sûr. L'équipe produit, c'est une dizaine de personnes qui sont réparties sur 2 tribes, une tribe expérience et une tribe efficiency. Donc la tribe expérience, elle est centrée sur les utilisateurs finaux, à savoir toi, moi, qui souhaitons louer une Virtuo pour partir en week-end, typiquement partir en vacances, même si c'est pas trop à l'heure du jour en ce moment. Et une tribe efficiency qui est adressée en fait aux experts, qui sont les préparateurs des voitures de notre flotte et qui permettent donc à tout à chacun d'avoir des véhicules qui sont irréprochables. Et donc dans ce contexte, moi je gère la tribe expérience qui est composée donc de 2 squads, une squad sales qui a vocation à déployer Virtuo finalement
auprès des entreprises B2B, de permettre à une entreprise de proposer une flotte de Virtuo à ses collaborateurs à des tarifs compétitifs, et également la squad Customer, qui est donc orientée vers les consommateurs finaux, et qui a pour objectif de leur permettre d'avoir la meilleure expérience de location de voiture possible. Et à l'heure actuelle, je travaille plus particulièrement sur un sujet d'optimisation de nos différents funnels, que ce soit de booking ou de sign-up. Ok, très clair. Merci pour cette présentation. Je pense que ça aidera beaucoup à poser finalement le contexte et de tout ce qu'on va se dire ce soir. Et finalement, pour entrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par quelque chose d'assez basique, une définition de ce que c'est qu'être data informed et qu'est-ce qu'est cette approche finalement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Data informed, c'est exploiter la data pour prendre des décisions produits plus éclairées. C'est-à-dire, on a déjà des éléments de décision que sont la user research, que sont l'analyse de la concurrence, que sont aussi l'intuition du PM, qui est vraiment importante pour prendre de bonnes décisions. Et l'idée, c'est avec cet arsenal d'ajouter l'élément data en plus pour éclairer la décision. Ça s'oppose un petit peu à data-driven, ou finalement data-driven, ça repose sur le concept qu'on va prendre des décisions uniquement sur la data, et que finalement la data est reine pour prendre une décision produit. Là, l'idée, c'est plus d'envisager la data comme un complément à différents leviers pour prioriser soit une feature, pour prioriser l'amélioration d'une feature, par exemple, ou des éléments sur la roadmap. Très clair. Et finalement, qu'est-ce qui a amené toi, lead PM chez Virtuo depuis à peu près une année, et Virtuo finalement à se dire il faut mettre en place une telle approche au sein de son organisation? Qu'est-ce qui a fait globalement, quel contexte a fait que vous vous êtes dit il est temps d'un peu de switcher et de passer vers une approche un peu data informed? Ce qui s'est passé chez Virtuo, c'est qu'il y a eu un product market fit très fort. Les fondateurs ont une très bonne vision, un bon instinct et une bonne exécution derrière. Donc finalement, pendant très longtemps, il y a eu une traction assez naturelle sur le produit, où il n'y a pas eu besoin finalement de trop capitaliser sur la data. Mais il y a eu plusieurs constats qui ont été établis, qui ont poussé finalement l'équipe à aller vers une approche un peu plus data informed, notamment le fait qu'il y avait des points de croissance à aller chercher. Donc certes, on a eu une très forte croissance à 2 chiffres avant le Covid, mais on se rendait compte que finalement, au sein de notre funnel, que ce soit au niveau du sign-up, que ce soit au-delà sur le funnel de booking, on avait parfois des étapes où il y avait de la friction, et finalement, en l'améliorant, on aurait pu aller chercher un peu plus de points de conversion, donc un peu plus de points de croissance. Il y avait un deuxième élément qui était que les fondateurs prenaient de la hauteur à mesure que la boîte grossissait, donc finalement s'éloigner un peu du produit, et que l'équipe produit avait besoin de prendre plus de décisions produits en autonomie, et surtout d'aller ensuite les pitcher à la direction, et avait donc besoin de preuves tangibles pour dire tout simplement on va travailler sur la feature A plutôt que sur la feature B. Et il y avait enfin un autre élément qui était que malgré la croissance, on avait du mal à mesurer la feature adoption, à savoir on lance 3 features, mais globalement, est-ce qu'elle répond au pain point, par quel segment utilisateur est-ce qu'elle est utilisée, toutes ces questions n'étaient pas vraiment couvertes. Donc je dirais que c'est ces 4 éléments qui nous ont poussé à adopter une culture data informed. Très clair. J'imagine pour autant que, comme tu l'as dit, Virtuo, ça a maintenant 5-6 ans. Toi, tu y es depuis 1 an. Globalement, arrivé, je pense qu'ils avaient déjà quand même, ils avaient déjà un peu de data à leur disposition. Ils avaient déjà mis en place un certain nombre d'outils. Finalement, c'était quoi aussi pour dresser un peu un portrait de Virtuo à ton arrivée, au moment où tu t'es dit, je vais mettre en place cette approche. C'était quoi l'état des lieux finalement de Virtuo à ce moment-là? C'est ce que je dis, il y avait déjà évidemment beaucoup de data qui était disponible. C'est une boîte B2C. Comme je le dis, il y avait un product market fit qui était déjà très bien installé quand je suis arrivé. Donc, pas mal de données à disposition. En termes d'outils, on utilisait Google Analytics, Firebase, on les utilise toujours d'ailleurs, ainsi que Looker, qui est plus un outil BI, mais qui avait les données propres à nos clients, à savoir le nombre de bookings qu'ils ont effectués, des données sociodémographiques. Donc, il y avait évidemment un existant. Après, il n'y avait pas forcément le réflexe d'aller chercher la data, premièrement. Il n'y avait pas non plus d'allocation du temps. Et enfin, il y avait aussi un problème de documentation, dans le sens où il y avait un plan de tracking, mais typiquement, quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, il manquait une colonne description, à savoir que pour chacun des events, que ce soit des clics, que ce soit des pages vues, que ce soit des vidéos visionnées,
Il n'y avait pas une description qui était attachée. Donc, c'était difficile finalement de s'approprier ce qui était traqué de ce qui ne l'était pas. Comme je l'ai mentionné, il n'y avait pas vraiment de suivi de la feature adoption, donc pas toujours de KPI définis en amont de la user story. Peu de présence de la data dans les différents meetings product. Une méthode de priorisation qui était très stakeholder oriented, qui le reste toujours un peu, mais en tout cas où il n'y avait pas vraiment d'évaluation de quel va être le reach, l'impact, et des PO, PM pas forcément formés à l'exploitation de la data. Donc, il y avait évidemment une culture data pour une boîte de cette importance qui a trouvé son product market fit, mais côté produit, on avait un plan de tracking, on va dire incomplet, et peu de temps alloué au POPM pour aller creuser la data et un manque de réflexe parfois sur certaines pratiques. Et j'imagine que, du coup, pour faire écho finalement à ces PM qui étaient finalement peu formés à utiliser l'outil data et qui le faisaient pas, j'imagine, de façon un peu systématique. Tu l'as dit, t'es arrivé, finalement, t'as expliqué les raisons pour lesquelles vous aviez installé, vous avez mis en place, vous souhaitiez à l'époque mettre en place une approche data informed. Tu nous as dressé un état des lieux et pour rebondir sur ça, comment finalement on instaure, on passe d'une culture data, d'une culture avec, comme tu le dis, d'une organisation avec des PM qui aujourd'hui savent utiliser peut-être les outils mais les exploitent pas à 100% et de façon systématique à une culture data informed au sein d'une organisation produit et d'une équipe produit. Vraiment, comment t'as travaillé, parce que j'imagine que c'est par là que ça commence. C'est un petit changement un peu d'orientation et de mode de réflexion. Comment t'as pu instaurer un peu tout ça au sein de Virtuo en à peine un an finalement? Oui, alors il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Je pense qu'il y a des boîtes qui font encore bien mieux de la data que nous, mais c'est sûr qu'effectivement une partie du chemin a déjà été effectuée. Et en tout cas, le point de départ, qui à mon avis doit rester le même, quelle que soit l'organisation, c'est vraiment partir du pourquoi. À savoir que en tant que PO, PM, on a toujours une to-do list immense à abattre et finalement rajouter d'aller chercher de la data, c'est souvent rajouter de la complexité, une tâche finalement un peu chronophage. Alors après, il y a différents profils. Il y a des POPM qui naturellement adorent la data. Moi, typiquement, c'est un sujet qui m'a tout de suite interpellé. Il y en a d'autres, par contre, qui préfèrent la user research, qui préfèrent le pure delivery. Et donc, c'est vers eux qu'il y a un peu plus d'évangélisation à mener. Donc, ce qui s'est passé, c'était de partir du pourquoi. Comme souvent finalement en product, quelle que soit la méthodologie qu'on aborde, à savoir quels bénéfices vous allez en tirer, sachant que les deux qui avaient été identifiés, les deux que j'ai pitchés, c'était déjà que ça allait permettre de mesurer l'impact de nos actions, à savoir quand on est PO, PM, encore plus sur un produit B2C, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'impact, c'est de voir que la feature est adoptée par des utilisateurs et qu'on a fait bouger tel KPI. Donc premier argument. Et un autre argument, c'était que dans les échanges avec les stakeholders, notamment quand on construit la roadmap, c'était de pouvoir avoir des arguments tangibles sur est-ce qu'on priorise plutôt la feature A plutôt que la feature B et pourquoi on le fait. Et c'est vrai que la data permet, dans la plupart des cas, finalement, d'avoir une décision claire et intelligible par tous. Donc, c'était vraiment les deux grands bénéfices de pourquoi. La deuxième étape, ça a été de mettre en place des grands principes, c'est-à-dire avant de partir tête bêche sur on fait ça, et de se dire qu'est-ce que finalement ça signifie d'être data informed, sachant qu'il y a dans les grands principes qu'on a définis, il y avait l'autonomie des équipes, à savoir qu'il était important que chaque POPM puisse aller chercher la data par lui-même dans Firebase ou dans GA. Définir aussi une one single source of truth. Comme beaucoup de boîtes, on a plusieurs outils analytics comme Firebase, comme Google Analytics, comme Looker, comme je l'ai noté, et on peut avoir des divergences et c'est normal. Et par contre, au bout d'un moment, il faut clore le débat et juste se dire c'est dans tel outil qu'il y a la et c'est là-dessus qu'on va baser nos analyses. Et enfin, troisième point, c'était la documentation. C'était un peu ce qui manquait quand je suis arrivé, à savoir avoir une documentation propre, exhaustive, de manière à pas perdre de temps à aller chercher la donnée et à ce que chacun puisse assez facilement comprendre tel event correspond à telle action effectuée par l'utilisateur. Très clair. Avant de continuer, juste un petit rappel, vous avez un onglet, pour les gens qui nous écoutent, vous avez un onglet questions qui est juste en haut à droite, dans lequel vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions et à la fin
On repassera bien évidemment sur les questions les plus votées. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On passera bien évidemment dessus à la fin. Pour continuer avec Fabien, finalement, on va rentrer un peu aussi dans le côté très opérationnel de la mise en place de l'approche Data Inform. Concrètement, une fois que tu as fait un état des lieux, que tu as mis en place les grands principes, par quoi tu commences de façon très opérationnelle? Qu'est-ce que tu fais en premier quand tu mets en place cette approche? Quels sont finalement les grands jalons à respecter pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient demain finalement mettre en place une telle approche au sein de leur organisation ou pousser le fait de mettre en place une telle approche au sein de leur organisation connue? Je pense que la première étape, c'est déjà que les fondateurs ou le CPO soient convaincus par l'intérêt qu'a une telle démarche. Sinon, on peut pas avoir le mandat pour ensuite déployer la stratégie et la mise en place opérationnelle. Donc ça, c'est important. Ça faisait partie des éléments de mon recrutement, à savoir que c'était une de mes missions. Donc au moins, c'était clair. Et ensuite, c'est partir des objectifs business et définir les KPI associés. Donc typiquement, Virtuo, on est un modèle transactionnel. On va avoir du repeat. Mais globalement, on va avoir une grande majeure partie de nos utilisateurs qui vont faire une location Virtuo une fois, 2 fois par an, à l'occasion d'un mariage, à l'occasion de vacances. Et donc voilà, on est dans un modèle très transactionnel, assez e-commerce, même si là, on commence à travailler sur des offres d'abonnement pour justement améliorer la rétention. Mais en tout cas, première étape, partir des objectifs business et y associer des KPI. Donc chez Virtuo, transactionnel, il y avait beaucoup de conversions, donc modélisation de funnel, donc funnel de sign-up, funnel de booking. Donc, en tout cas, partir de ça. Et quand je suis arrivé, typiquement, il y avait quelques KPI, mais l'idée, ça a été de les compléter et de suivre un peu plus finement nos funnels. Il y a encore, pareil, pas mal d'éléments de segmentation pour encore mieux comprendre ce qui se passe dans notre customer journey. Mais globalement, on commence à avoir quelque chose qui permet de déceler les goulets d'étranglement. La deuxième étape, c'est de sécuriser la collecte de la donnée, à savoir, pour pouvoir avoir des analyses, pertinentes, s'assurer que tel event est bien déclenché quand l'utilisateur clique sur tel bouton. Donc pour cela, on a fait une tâche un peu fastidieuse et qui n'était pas la plus passionnante, je pense, pour l'équipe technique, qui a consisté à faire une recette finalement du plan de tracking. Donc c'était prendre le plan de tracking et vérifier event par event que effectivement, quand on clique sur tel bouton, on a bien l'event qui part. Et ça passe donc aussi par la config des outils Firebase et Google Analytics. La troisième étape, c'est la formation des équipes. Déjà au mindset, donc ça on revient un peu sur le pourquoi, mais pourquoi est-ce que c'est important de passer du temps sur la data là où on a déjà finalement tout le quotidien happé par le delivery, et après des formations plus spécifiques en fonction des profils des POPM, et ça peut être des choses très concrètes, qu'est-ce qu'un plan de tracking, comment rédiger un plan de tracking, comment présenter un plan de tracking à l'équipe technique, comment suivre ses KPI après le lancement d'une feature, qu'est-ce qu'un KPI actionnable, qu'est-ce qu'une vanity metrics. Et enfin, quatrième étape, c'est injecter petit à petit cette culture data et le fait surtout d'y consacrer du temps dans le quotidien des PO et des PM, en disant l'idée c'est pas juste de shipper une feature, c'est qu'ils résolvent le problème qu'on avait identifié. Et pour cela, ça passe par l'étude des KPI qui permettent de dire finalement, encore une fois, s'ils ont été bien définis, si on est plutôt sur un succès ou plutôt sur un échec. Donc voilà un peu les grandes étapes. Mais en tout cas, le commencement, c'est vraiment partir des objectifs business. Très clair. Et du coup, tu nous disais que ça fait un petit moment finalement que tu travailles sur la mise en place de cette approche. Est-ce que dès aujourd'hui, tu vois déjà des bénéfices à l'avoir mis en place? Est-ce que tes équipes te remontent en fait des éléments de succès? C'est quoi en fait alors j'imagine que tu n'as peut-être pas encore tout le recul nécessaire, mais c'est quoi aujourd'hui les premiers éléments qui remontent et qui te permettent aujourd'hui de définir si l'approche a été bien implémentée, si c'est un succès, s'il y a eu réellement des améliorations? Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui finalement au sein de ton organisation? Là, l'idée, c'est de se dire qu'on a fini déjà la première étape à mes yeux, qui était la phase de setup. Alors bien sûr, on peut encore, on va itérer dessus et on va aller vers des KPI de plus en plus fins. Non, le gros est fait. Concrètement, les 3 bénéfices que j'observe à l'heure actuelle, le premier, c'est une meilleure priorisation des features, notamment grâce à l'apport de la méthodologie RICE. Donc RICE, qui est un acronyme, une méthodologie qui a été popularisée par Intercom, R pour Reach, I pour Impact, C pour Confident et E comme Effort, et qui est assez quantitatif finalement, parce qu'on va s'intéresser au Reach, et le Reach, on va le chercher bien souvent dans les outils analytics.
Donc, grâce à l'implémentation de cette méthodologie qui repose sur la data en grande partie, on a vu déjà une meilleure priorisation des features et des roadmaps plus réalistes, plus impactantes. Le deuxième élément, c'est une itération sur des features, là où c'était pas vraiment le cas avant. L'exemple, c'est la refonte du Help Center. Donc pareil, on est parti d'un KPI qui était le nombre de conversations par booking, qui est un peu la North Star du service client. Et l'idée, c'était de la faire baisser de manière à ce que plus l'activité de Virtuo grossisse, qu'on n'est pas obligé d'avoir 1000 personnes au service client. Donc, que globalement, on puisse apporter suffisamment d'éléments de réponse à nos utilisateurs pour qu'ils ne sollicitent pas trop le service client. Et donc là, on a fait une première itération qui consistait à disséminer tout au long du parcours client des éléments de réponse, des pain points qu'on avait identifiés, le top 10 qu'avait listé le service client. En fait, ça a été un échec dans le sens où ça a très peu fait bouger ce KPI, et voire pas du tout. Première analyse, fort de ce constat, on a fait une idéation où on a proposé un revamp un peu plus complet de ce Help Center. Et là, à l'inverse, on a vu ce KPI cible, le nombre de conversations par booking baisser drastiquement d'environ 3 à 1,5. Donc là, j'imagine que le gain, ça a été vraiment de voir que tu avais ça t'a permis d'itérer, d'avoir une telle approche aujourd'hui sur cette feature en particulier et sur ce domaine fonctionnel. Globalement, c'est le vrai gain. C'est globalement, t'es arrivé d'une situation, si je comprends bien, tu me dis, mais c'est que en temps normal, tu aurais peut-être juste mis en place ton évolution, et sans vraiment regarder si elle fonctionnait ou pas. Tu aurais suivi ton KPI, mais tu n'aurais pas itéré dessus, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qui aurait pu se passer. Et là, l'idée, ça a été justement de se dire, on reste focus sur ce problème tant que le KPI n'a pas été impacté à la baisse comme on le souhaitait. Enfin, le troisième bénéfice, c'était aussi une des raisons pour laquelle on m'avait embauché, c'était de mettre en place une démarche d'expérimentation sur les différents funnels. Donc, on le disait, aller chercher des points de croissance au niveau du funnel. Et en fait, quand je suis arrivé, j'aurais bien été incapable de le faire puisque en l'absence de funnel, j'étais incapable d'identifier à quelle étape du parcours est-ce qu'on avait de la friction, où on perdait des utilisateurs. Et donc, le constat, ça a été qu'en arrivant, je ne pouvais tout simplement pas remplir cette partie de la mission. Et maintenant, on peut, grâce justement à cette mise en place d'une culture data inform, où on a des funnels qui sont propres, compréhensibles, et on a une idée de où on perd des utilisateurs. Alors, reste à savoir le pourquoi, c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. On va mener des interviews, des tests utilisateurs. Mais voilà, c'était un prérequis pour mettre en place une démarche d'expérimentation, et maintenant, on est apte à le faire. Donc globalement, si j'ai bien compris, ça vous a permis de mieux prioriser, d'itérer davantage que ce que vous faisiez auparavant et de commencer à expérimenter. Ça, c'était plutôt clair. Malgré tout, j'imagine que tout n'a pas été si parfait, que vous avez peut-être rencontré quelques difficultés dans la mise en place. Justement, alors le but, c'est pas de décourager les gens qui nous écoutent, mais de peut-être avoir un discours un peu plus réaliste. Quelles ont été finalement ces difficultés que tu as rencontrées toi, que ce soit pour tes équipes ou pour toi tout simplement? Effectivement, il y en a eu et il y en a toujours. Je pense que de toute façon, ça se fait jamais de manière très fluide. Concrètement, la première difficulté pour moi, ça a été l'allocation du temps, à savoir que ça se fait écho à ma vie de consultant chez Tiga, mais c'est vrai que chez Tiga, généralement, quand j'allais en mission, j'arrivais avec finalement la stratégie assez définie de comment est-ce qu'on va l'implémenter. Par contre, j'avais souvent pas mal d'équipes opérationnelles, que ce soit des POPM, que ce soit des développeurs à disposition, que ce soit parfois des data analysts ou des data scientists. Et donc finalement, cette partie opérationnelle était gérée par d'autres. Là où justement chez Virtuo, j'avais à la fois la définition de la stratégie et à la fois l'exécution. Et c'est vrai que pendant un certain temps, je me suis dit ça va se faire finalement naturellement et tout seul. Et pendant 5-6 mois, j'ai vite eu plein de sujets qui me sont tombés dessus, et j'ai dû y allouer finalement peut-être que 10% de mon temps. Et donc on a progressé comme ça à pas de fourmis pendant 6 mois. Jusqu'à ce que je m'entretienne avec la CPO en lui disant écoute, là à ce rythme-là en fait il y a rien qui va être délivré, ça demande beaucoup plus de temps, en montrant les différentes étapes et le temps qu'il fallait y allouer. Et fort de ça, on a revu un petit peu mon scope et j'ai pu là y consacrer du temps, m'y investir pleinement. Mais en tout cas, l'allocation du temps très important, ne jamais sous-estimer le temps que ça prend. La formation, deuxième difficulté, à savoir la mise en place des automatismes finalement, faire comprendre que pour telle story,
c'est important en amont de définir un KPI, qu'un plan de tracking, c'est pas optionnel, et surtout qu'il faut éviter de le faire 3 ou 4 mois après avoir lancé la feature. Qu'il faut aussi consulter les KPI régulièrement après le lancement de la feature. C'est des éléments, voilà, quand on n'a pas eu l'habitude de les pratiquer, c'est pas facile à prendre le réflexe. Et même moi, ça m'arrive dans le feu de l'action parfois d'oublier à l'instant T, bah tiens, effectivement, le plan de tracking. Donc effectivement, tous ces réflexes-là et ces automatismes prennent beaucoup de temps à s'instaurer. Et ça, je pense que c'est assez classique. Par contre, quelles que soient les boîtes, c'est certaines contraintes de dépendance avec d'autres équipes. Donc nous, je le mentionnais, mais on utilise un outil qui s'appelle Looker, qui est vraiment un outil BI qui est très très puissant. Mais pour travailler dessus, on sollicite beaucoup les data analysts, et du coup, ça demande des négociations pour leur libérer du temps, puisqu'ils sont beaucoup sollicités aussi par d'autres équipes, que ce soit l'équipe sales, que ce soit l'équipe marketing. Donc là, on en vient avec effectivement plus des éléments de négociation, et on en revient finalement à cette allocation du temps. Ok, très clair. Une petite question un peu intermédiaire, mais finalement, tu parles beaucoup du plan de tracking, c'est quelque chose d'assez basique finalement. Alors dans le produit, mais plus largement dans le digital, c'est vraiment essentiel. J'ai l'impression aujourd'hui, finalement, dans la mise en place de cette approche, parce que ça te permet vraiment de traquer, en tout cas, de vraiment poser ta stratégie data et de la suivre. C'est ça en termes d'évolution. Oui, c'est ça. C'est un outil finalement. C'est de la documentation finalement. Comme on rédige de la doc après avoir rédigé une user story, une doc métier. Là, l'idée, c'est de rédiger. Ça se présente souvent sous la forme d'un Excel ou d'un spreadsheet. L'idée, c'est bien souvent, on va mettre le nom de l'event. Donc, comment est-ce qu'on a envie que ce nom se matérialise dans les différents outils, que ce soit Google Analytics, que ce soit Firebase ou Amplitude. Une description pour tout simplement décrire quand est-ce que l'event est envoyé. Donc, on peut formaliser ça sous la forme de quand un utilisateur clique sur le bouton Sign Up, voilà, pour décrire par exemple un événement de clic sur un bouton Sign Up. Et après, on peut rajouter aussi des paramètres supplémentaires dans Firebase notamment, mais aussi dans Amplitude, qui permettent d'apporter des éléments d'analyse supplémentaires, comme par exemple, est-ce que le clic a été fait sur la homepage plutôt que sur une bannière dans l'app. Si par exemple, on a un bouton qui est sur 2 emplacements différents du customer journey. Donc voilà, un plan de tracking, souvent le terme peut rebuter un peu, mais c'est assez simple finalement à prendre en main, et c'est assez normé. Typiquement, tous les grands outils analytics, type Amplitude, type segment, si vous allez sur leur blog, vous trouverez bien souvent des exemples de plans de tracking. Vous avez un template et vous avez juste à le dupliquer et à le remplir et à l'adapter un petit peu selon vos besoins, quoi. Ouais, très clair. Merci beaucoup. Je pense que c'est justement l'un des premiers tips qu'on retiendra, c'est de mettre en place un plan de tracking bien documenté, et pourquoi pas d'aller choper le template chez des acteurs comme Amplitude, Segment ou d'autres, j'imagine, dans la data. Si tu avais d'autres tips finalement à partager avec les participants ce soir, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui vraiment sur des petits trucs qui peuvent vraiment aider à mettre en place une approche data inform dans son équipe et avec ses collègues. C'est ce que je disais un petit peu avant, et je pense que j'ai pas mal insisté dessus, mais c'est ne jamais sous-estimer finalement le temps à y investir, et ne pas avoir peur d'en discuter franchement avec ses supérieurs quand on se rend compte qu'on n'a pas les moyens tout simplement en termes de temps ou en termes de ressources, parce que comme je le dis, sur certains outils on peut avoir besoin de ressources complémentaires. Deuxième point aussi, ça va un peu dans le même sens, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté forte de la boîte d'aller vers ça, pour pouvoir ensuite avoir la légitimité de bouger un peu les lignes, que ce soit avec l'équipe technique, que ce soit aussi avec les autres POPM. C'est vachement important. Et après, en termes de tips, c'est vrai qu'il y avait des questions sur le plan de tracking. N'hésitez pas à aller voir les ressources qui sont en ligne. Il y en a beaucoup qui sont très bien. Ceux qui sont assez spécialistes, c'est tous les outils, comme je disais, Amplitude, Segment. Ils rédigent beaucoup d'articles là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur blog. Il y a plein d'introductions sur différences, data inform, data driven. Qu'est-ce qu'une North Star Metric? Qu'est-ce qu'un KPI impactant? Qu'est-ce qu'une Vanity Metrics? Il y a des bouquins qui sont bien aussi, comme In Analytics, qui est pas mal. Marty Kagan dans Inspired
insiste dans quelques chapitres aussi sur le rôle de la data. Et effectivement, je pense qu'avec avec tout ça, on commence à avoir voilà, une base de connaissances théoriques et après, il reste à mettre en pratique. Très clair. Eh ben, écoute, merci Fabien. On arrive un peu à la fin de la partie un peu meet-up. Là, on va passer aux questions. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions sur les différents aspects que tu as évoqués. Amandine, je te laisse les poser. Merci beaucoup, Samy, et merci également à toi, Fabien, pour déjà toutes ces réponses. Je vous ai partagé également dans le chat quelques liens, soit vers les blogs Amplitude, Segment, également les livres que Fabien a pu vous citer. Alors, on va passer aux questions. Merci déjà de les avoir posées et d'avoir voté pour certaines d'entre elles. Alors, on va commencer avec une question d'Alexis qui te demande, Fabien, si tu as des KPI stratégiques type AARRR et des KPI plus opérationnels au niveau d'une feature, et si oui, comment tu fais pour utiliser les deux en même temps? Oui, c'est le cas. Alors c'est pas le funnel ARR qu'on utilise pour le coup. J'y avais réfléchi. On est plus parti sur des grands KPI business et surtout en fait les funnels. Hein, c'est ce que j'évoquais, les entonnoirs de conversion et donc finalement le taux de conversion. Même si on suit bien sûr le CA, le panier moyen, ce genre de grands KPI business, mais qui sont aussi suivis par les équipes ops ou les équipes sales. Et on a également et par contre on a effectivement un template pour chaque nouvelle feature qu'on lance, avec deux catégories de métriques, ce qu'on va appeler primary metric et secondary metric, où finalement pour une feature, on se dit cette feature en la lançant, quel KPI elle va impacter en premier. Donc généralement on n'en met qu'un, et après sur quel autre KPI elle peut avoir des effets de bord. Parce qu'en fait c'est toujours important de se dire que quand on lance une feature, c'est pour effectivement impacter un KPI bien précisément, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des effets de bord et souvent qu'on n'avait pas forcément identifié. Notamment, on améliore la conversion, mais on peut faire baisser la rétention. Donc typiquement, c'est bien d'avoir la conversion en primary metric et d'avoir en secondary metric la rétention. Donc voilà un petit peu comment les deux choses finalement s'articulent. Je dirais que les KPI business, c'est vraiment pour suivre et notamment les funnels week by week, month by month, comment se comportent finalement nos funnels. Et après, pour chaque feature, il y a des KPI bien précis qui vont être définis en amont et qu'on va suivre dans le temps, je dirais peut-être 2 semaines après le lancement, ensuite 2 mois après le lancement. Et si c'est des features qui sont des key features, qu'on va ensuite suivre dans un tableau à part. J'imagine aussi que ces différents KPI, tu les partages pas aux mêmes personnes de ton équipe ou même peut-être à la direction en fonction à qui tu reportes. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que les KPI business vont plus justement intéresser Codir, les fondateurs, notamment tout ce qui va être sur les funnels quand on constate des baisses, et qui plus est dans un contexte Covid où on a eu parfois des comportements un peu inhabituels et qui poussent à creuser les analyses pour comprendre est-ce que c'est dû à la situation ou alors à l'inverse, est-ce que c'est dû à des modifications qu'on a pu faire récemment au niveau du parcours. Là où finalement tout ce qui va concerner les KPI features sont plus effectivement, sauf les quelques key features qui intéressent aussi le Codir, le reste va plutôt être au niveau effectivement au niveau équipe produit pour après chaque lancement se rendre compte de est-ce qu'on a eu un impact ou pas. Ok. On passe maintenant à la question de Laura, alors plus d'un point de vue organisationnel. Peut-on interfacer cette approche avec les UX designers et researchers? Et si oui, comment? C'est en effet possible et on a commencé à le faire chez Virtuo, même s'il reste beaucoup à faire. Mais on peut ce qui est important, c'est pour les user researchers, c'est vraiment de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on travaille sur telle et telle feature, enfin, pourquoi cette priorité. Et c'est là où une culture data inform va être intéressante, puisque on va pouvoir, grâce au funnel notamment, leur expliquer qu'il est nécessaire de faire des interviews sur des clients qui ont abandonné le tunnel à telle étape, parce que justement, la data nous prouve qu'on a perdu des utilisateurs à cette étape. Et après, il y a des user researchers et des designers, c'est un peu comme pour les POPM, qui ont un intérêt assez naturel pour la data. Et typiquement, nous, on a un user researcher, c'est le cas, où
quand on est en train de réfléchir à une refonte de notre home, où on a plein de petites étiquettes qui décrivent différents messages, à savoir si on est en cours de location, votre location arrive bientôt à expiration, si on n'a pas encore complété son compte, n'oubliez pas de compléter votre compte. Donc plein de petits messages où on a lancé un nouveau modèle de véhicule et typiquement ce user researcher, il a eu le réflexe assez rapidement de se dire tiens, on va aller voir quelles sont ces petites vignettes, ces cartes qui sont les plus cliquées et donc qui démontrent un intérêt pour les utilisateurs. Donc là, on discute, il me dit tiens, est-ce que tu as les accès à Google Analytics? Oui, je lui donne les accès et ensuite il va chercher la data. Donc même si à mon sens, en tout cas, si je comprends un peu la question, je pense que c'est plus au PM effectivement de porter ce rôle-là et cette responsabilité-là parce qu'on est sur du quanti, là où les user researchers vont plus être du quali. Néanmoins, je pense que c'est important qu'ils travaillent justement main dans la main avec le user researcher. Le user researcher, pour moi, est responsable du quali, là où le PM a vocation analytique plutôt du quanti, quoi. Ok, très clair. Merci pour cette réponse, Fabien. Une question maintenant de Hugo. Peux-tu nous donner des éléments de à quoi ressemble ton plan de tracking? Des éléments. Non, on dévoile effectivement le nom des events. Encore une fois, vous tapez plan de tracking segment dans Google. Vous allez trouver un exemple très très concret, un template. Mais oui, c'est ce que je disais précédemment. Hein, c'est un Excel, c'est un spreadsheet. Vous allez avoir une colonne avec le name event, le nom des events. Vous allez avoir une deuxième colonne description qui correspond à la description. Une troisième colonne parameters qui vont correspondre aux paramètres que vous souhaitez mettre en place. Et après, si vous êtes sur du Google Analytics, vous allez avoir ça c'était plus pour Firebase, sur un Analytics, sur un Google Analytics, vous allez avoir d'autres colonnes qui vont être la catégorie, par exemple, les labels. Mais globalement, ça fonctionne toujours autour de ces trois éléments, à savoir le nom de l'event à définir, la description et les paramètres associés si on souhaite en mettre. Tu as cité plusieurs outils. Est-ce que tu en as un préféré parmi ceux que tu as cités ou pas encore? Oui. J'aime bien Amplitude à titre personnel. Après, c'est des discussions qu'on a d'ailleurs en cours chez Virtuo, qui permet justement dans cette autonomie des PM. Il est très simple à prendre en main, à la différence d'un Looker. Donc, je mentionnais qu'il y a un outil BI qui nécessite de maîtriser un peu le SQL, qui a une UX un peu moins chiadée qu'il y a Amplitude. Amplitude est vraiment bien. Après, il est vraiment cher aussi. Donc, c'est à prendre en considération au moment du choix de l'outil. Et après, je pense que ça nécessite aussi, quand on passe sur Amplitude, et c'est pour ça que je pense que pour nous, c'est peut-être encore un peu tôt, mais d'avoir une culture data inform vraiment très forte que dans l'allocation du temps des PM, c'est déjà été, ils passent déjà beaucoup de temps dessus. Et là, effectivement, ça a du sens. Mais oui, enfin, si on devait en citer qu'un, je pense qu'Amplitude est très bien. Malgré le prix. C'est ça, malgré le prix. Ça marche. Bon, du coup, Hugo, on a été encore plus en profondeur pour la réponse de cette question. Anaïs nous demande, par rapport au contexte, donc c'est quand tu as dit qu'il n'y avait pas de plan de tracking à ton arrivée chez Virtuose. Alors, il y avait un plan de tracking, mais incomplet. Il y a un plan de tracking. Du coup, quand vous l'avez complété, vous avez réussi à le faire de manière rétroactive ou pas du tout, ou t'es reparti de zéro? Le plan de tracking, le plan de tracking, pour le coup, il n'était pas rétroactif. Si je comprends la question, c'est qu'il y avait un plan de tracking et globalement, le nom des events était correct. Les paramètres, il y en avait très peu qui étaient définis. On les a plutôt rajoutés par la suite. Mais ce qui manquait, en fait, c'était la description. En gros, il faut s'imaginer un Excel où il y a plein de noms d'events. Alors, il y en a certains qui sont assez évocateurs. Hein. Typiquement, sign up, bon, a priori, ça correspond au sign-up, quoi, à moins d'être vraiment très original. Donc, il y en avait qui étaient évocateurs, mais il y en avait d'autres qui étaient, c'était impossible en allant dans Firebase ou dans Google Analytics de comprendre à quoi ça correspondait. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste rajouté une colonne où on a mis la description, à savoir tel event est exécuté quand l'utilisateur transfère la clé sur son badge, dans le cas de Virtuo, qui correspond à une de nos features. Mais par contre, la data dans les outils analytiques était déjà présente. Donc,
Donc, il n'y a pas eu de rétroactivité côté OT Analytics parce que c'était déjà présent. Et par contre, dans le plan de tracking, on n'a pas supprimé pour en recréer un. On a pris celui qui existait, on l'a juste complété avec les informations qu'on a récoltées. Ok, ça marche. Mariam a une question. Si tu es en fait une personne un peu réfractaire, te parlant de confidentialité, de respect des données personnelles, est-ce que tu as des éléments pour répondre face à ce type de personnes? Alors, c'est sûr que d'autant plus par les temps qui courent ou même finalement Apple commence à s'y mettre, c'est toujours un petit peu comment dire délicat des gens qui sont un peu ayatollahs sur la question de les convaincre. Après, l'idée c'est de récolter juste la data qui nous permet d'améliorer l'expérience client. L'idée c'est vraiment ça. En tout cas chez Virtuo, on revend pas des données à d'autres entreprises. L'idée c'est plutôt d'utiliser cette data pour réduire les pain points et les points de friction et permettre à nos utilisateurs d'avoir une meilleure expérience de location de voiture. Hein. C'est uniquement ça l'objectif. Il y a d'autres business où ça doit être peut-être plus, il y a peut-être d'autres usages derrière, mais en tout cas dans le nôtre, c'est uniquement celui-ci. Et la data est juste un moyen et pas une fin, quoi. Donc, par contre, c'est un moyen puissant, je pense, pour améliorer l'expérience client. Donc, c'est ce que j'ai pas eu ce genre de problème chez Virtuo, mais en tout cas, c'est ce que j'expliquerai. Bon, j'espère, Myriam, que ça te donnera des éléments si tu te retrouves face à ce type de personnes. Et on va prendre la dernière question de Oren. Quelle technique de testing utilisez-vous chez Virtuo pour mesurer l'efficacité de vos différentes features? Sachant qu'on en a un petit peu déjà parlé tout à l'heure, tu disais un funnel ARRR. Oui, alors le funnel ARRR, pour le coup, je l'ai pas implémenté, mais pour tester les features, c'est assez classique finalement. On n'a pas réinventé la roue, mais en amont, c'est-à-dire quand on n'a pas encore lancé la feature, c'est mener des tests utilisateurs auprès des segments de clientèle auxquels la feature est adressée, et en fonction des features. C'est ensuite lancer des A/B tests. Typiquement, on avait lancé une nouvelle offre qui était le Delivery and Collect, qui permettait à des utilisateurs qu'on leur livre leur voiture directement à domicile et ensuite qu'ils puissent la laisser à leur domicile. Et il y avait donc un prestataire de service qui apportait la voiture et qui la récupérait. Vu que c'est une feature très impactante, sur lequel il y avait quand même beaucoup de risques, on a fait un A/B test assez classique. On a déployé progressivement la feature. Donc, c'était pas un A/B test au sens propre du terme, parce qu'il n'y avait pas une version A et une version B. Il y avait une version A. Donc, c'est plutôt un déploiement progressif. Mais en tout cas, on l'a déployé progressivement à nos utilisateurs. Et sur d'autres types de features, typiquement, je parlais du transfert to the badge, le transfert de la clé sur un badge, une carte. Ça, on a fait un A/B test. Donc, le test utilisateur et puis ensuite l'A/B test quand la volumétrie le permet, parce qu'il faut encore avoir cette signifiance statistique. Il y avait déjà cette culture de faire de l'A/B testing quand tu es arrivé chez Virtuo? Il y avait une culture d'A/B testing qui était installée, qui n'était pas encore systématisée, et je pense qu'à l'heure actuelle, on le fait encore beaucoup par à-coup. Aussi, c'est ce que je disais, parce que il manquait en fait ces différents tunnels de conversion. Pour bien comprendre, on avait des points de friction, puisque faire de l'A/B test, c'est pas juste en lancer comme ça, c'est se poser la question de où est-ce qu'on peut améliorer l'expérience client. Donc il y avait une volonté, ce qui est déjà important, et il n'y avait pas encore le réflexe, et on est en train de le construire seulement, je dirais, maintenant, quoi. Ok, ça marche. On a fait le tour des questions. Est-ce que tu veux rajouter un dernier élément, Fabien? Non, écoute, rien qui ne me vienne, si ce n'est que comme beaucoup de choses dans le product management, mais je dirais encore plus, peut-être encore plus que dans d'autres domaines. Je pense que le côté pratique est vraiment fondamental quand il s'agit de data, parce que plus que d'autres éléments, ça peut paraître un peu abstrait au début. Notamment quand on parle d'aller dans tel outil, quand on parle de plan de tracking, c'est tout de suite des termes qui sont pas très évocateurs. User story, spécification fonctionnelle, on fait le lien, on voit bien
voilà, c'est rédiger des règles métiers à destination de l'équipe technique. La user research, on s'imagine assez facilement que ça allait parler à des utilisateurs. Mais c'est vrai que quand il s'agit de data, ça peut vite être abstrait. Et le côté pratique est fondamental, je pense. Perdez pas de temps à trop éplucher de la littérature sur le sujet. Mettez la main dans les outils et les choses vont devenir un peu plus concrètes, quoi. Bon, en tout cas, avec tous les éléments que tu nous as apportés ce soir, on a de quoi renforcer notre boîte à outils. Donc, merci pour ça, Fabien. Merci à vous tous, participants et participantes, d'être avec nous encore pour l'instant. N'hésitez pas à revenir vers Fabien si besoin, si vous avez des questions, vers nous également, si vous voulez être speaker pour un prochain Meetup LPCX. On vous souhaite une très belle soirée et soyez des PM Data Inform. À très vite. Au revoir.